Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Plein Cadre, le podcast de Martin Eden. On est déjà bonne année 2026. Ouais. Alors, on est le 16/01 2026. Au moment où j'ai publié ce podcast, ça se trouve le Groenland sera américain. On sait pas. on sait plus. Voilà, 2026 débarque sur des chapeaux de roue. Jordanix a compris que Psylodélique était un sac à merde. La pas du team, c'est de la merde. Tout est de la merde, tout fout le camp, mais vous inquiétez pas, messieurs, dames, camarades et amis, auditeurs et auditrices, nous sommes avec le seul droitard solide du game, j'ai nommé droitard fragile. Salut droitard. Salut Martin, ça va? Bah écoute, moi j'ai 39 ans, voilà, c'est depuis depuis le début. Petit jeune. Ouais, je suis un petit jeune, voilà. Écoute, je le vis bien, voilà, je vis bien ma vieillesse, je m'approche des 40 ans, et voilà, et ça choque énormément de gens que j'ai 39 ans quand ils m'écoutent. Et oui, chers amis, j'ai 39 ans. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et donc, 2026, peut-être la dernière année du podcast, Inch'Allah, on sait pas trop parce qu'avec les mouvements géopolitiques actuels, je vais me retrouver dans un camp à casser des cailloux en Sibérie. Donc, cher ami, mais avant ce magnifique moment, heureusement, il y a la pas du team et la Zama Prod pour nous protéger, bien évidemment. Et que tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon va nous instaurer le socialisme réel, comme dirait Chris de la pas du team. Mais enfin bref, 16 Bilvisé. Aujourd'hui, on va continuer sur le traité Néorance de Nîmes, et voilà. Et puis peut-être te dire si tu vas bien pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Oui, moi ça va tranquille. Écoute, je vais bientôt pouvoir quitter ma boîte. Et puis autrement, la géopolitique, tout va bien, effectivement, tout va bien. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, petite anecdote, tu parlais de Psycho. J'ai quand même vu que le mec avait dit que dans la soirée YouTube, il avait parlé à une juriste qui avait dit qu'apparemment son travail était génial et que voilà, c'était un journaliste et tout. Vraiment, il faisait du travail journalistique classique et qui sortait rien de dingue. Donc moi je ne sais pas qui sont ces juristes, mais voilà, le monde part tellement en couille, tu vois. Donald, lui il est en roue libre, voilà. Non mais lui, dans sa tête, lui, il fait une partie de Rome Total War mais en direct, tu vois. Il s'en bat les couilles. Ouais. Il s'en bat les couilles, tu vois. Non mais voilà, mais je pense. Après, ouais, vas-y. Pas du team, j'en parle même plus. Stalinien pour MP4, voilà quoi. Arrête, je en débat avec Doomit au mois de février. Alors je sais pas s'il va accepter le débat. Oh là là. Ça tease, oui. Incroyable. Le duel au sommet entre Doomit et Martin Eden. Oui, sur la pas du team. Sur Chris, ça va être génial. Voilà, pardon. Faudra dire au petit Doomit que pour avoir une conversation, il faut retirer le sgeg de Chris de sa bouche, hein. Sinon, on peut pas parler la bouche pleine. L'irrespect est total, mesdames. Et dire qu'à la base, je suis un podcast de gros cerveau de la critique de la valeur, et là, on parle carrément de retirer le chip de Padu de la bouche de Doomit. Mais tout va bien. Je m'en fous. Bon, c'est pour se détendre, c'est le début. Mais je m'en fous, je laisserai ça au je ferai pas de cut, j'ai la flemme, vas-y, nique sa mère. Oui, faut le garder. Ah oui, faut le garder. On est là pour le drama aussi. Ah putain, voilà. On va reprendre. Donc, Misa, est-ce que tu as d'autres joyeux à nous annoncer, droitard, s'il te plaît? Non, à part que voilà, j'avais pas trop eu le temps de finir le chapitre du jour, mais que j'ai pas trouvé inintéressant. Je pense qu'on va pouvoir aborder plein de sujets très cool sur la philo des sciences et tout. Alors chers auditeurs et auditrices, je vais aussi faire le maximum pour mouiller la chemise, pour pas dire ouais c'est de la merde, ouais on s'en bat les couilles, ouais non c'est un teubé. Je vais vraiment essayer d'être un peu plus pédagogue, parce qu'en fait là sur ce chapitre là, en fait ça part pas mal sur de la philo. La philo, c'est pas forcément là où je suis le plus calé, on va dire. En plus, ça part sur Kant, Nietzsche, Wittgenstein, etc. Et hop, c'est pas Kant, j'ai quelques bases et j'ai pas lu Critique de la raison pure, mais j'ai lu Das Kapital, donc je suis un meilleur marxiste que je suis un meilleur kantien, on va dire, c'est comme ça. Et donc, c'est un chapitre qui était assez philo, mais j'ai pris quelques notes. On va essayer de quelques vulgas, mais je soulignerai que quand même, ce livre, c'est de la merde et ce chapitre ne fait pas exception à la règle. Vas-y, Juju, présente-le chapitre. Ouais, ah oui, avant, juste une petite... J'ai vu que sur Insta, lorsque tu faisais la promo du dernier podcast, il y avait marqué 2 gauchistes dans la présentation. Voilà. Donc je tiens à dire que mon identité
idéologique, mon identité politique, c'est droitard, hein. Faut pas confondre expression d'identité politique et l'identité politique même, d'accord. Voilà. Mais démarrons sur le chapitre. Hein. Excuse-moi, je t'ai. Excuse-moi, gros, quand tu parles de ton rapport au patron. Mais idéologisé. Non, mais gros, quand tu parles de ton rapport au patronat dans ton futur ex-staff, excuse-moi, tu es plus vénère que les gens de lutte ouvrière. Pardon, mille pardons, je t'ai doxé sans vouloir. Ouais, c'est vrai que je suis un peu vénère, ouais, comme garçon. Non, mais même, le gars, en fait, oui, que la propriété, non. Et quand le gars va quitter son job et quand le patronat le lui met à l'envers, le gars ça devient Lénine, le gars. Ça devient Lénine. Bah ouais. Sauf que là où Lénine, il est créé comme un que faire, droite à fragile, il y a déjà tout le programme, voilà. C'est comment je vais t'enculer en 50 points par PowerPoint. Ouais, moi, j'ai agi. D'ailleurs, il faudrait que je me motive à faire une vidéo pour conseiller aux gens comment gérer un départ ou ce genre de choses, parce que ça pourrait être utile, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mais bon. Ah bon, enfin bref. Donc voilà. On s'éloigne. Pardon pour le mégenrage politique. Voilà, tu es un non-binaire de la politique, comme dirait un certain Serbe qui confond gel pour les cheveux et l'huile de friture. Pardon. Pardon. Donc voilà, on va parler du chapitre 1 du traité de Néorance et présente-nous globalement le chapitre, mon cher droitard, c'est toi l'expert en libertarien. C'est toi l'expert. Ouais, alors en gros le chapitre, alors il y a la première partie s'appelle la cité de Gnon ou Gnon, je crois que ça fait référence à un truc de Nick Land, mais j'en sais pas trop plus. Peut-être c'était dans l'intro et je m'en souviens plus. Et autrement, le premier chapitre c'est un truc sur le nihilisme. Donc globalement en fait il aborde les questions de la vérité et de la croyance. Donc j'ai pris des notes, donc je vais essayer de suivre un petit peu plus ou moins ce que j'ai retenu. Mais déjà, on va dire qu'il introduit ce qu'il appelle l'a priori de l'argumentation, ou ce qu'on appelle l'axiomatique de l'argumentation de Hans Hermann Hoppe, donc qui est un anarcho-capitaliste qui se veut un peu l'héritier de Murray Rothbard, qui est un peu le fondateur de l'anarcho-capitalisme moderne, quoi. Et en gros, l'idée, alors généralement on mobilise le truc pour dire en gros, si jamais tu décides d'argumenter avec quelqu'un, c'est que tu reconnais plus ou moins que la stratégie d'argumentation est supérieure à la violence et que en gros les gens sont propriétaires de leur corps. Alors, je connais pas hyper bien le truc, hein, mais globalement, Hoppe il déduit de son axiomatique de l'argumentation que ouais, en fait, le principe de non-agression, c'est une vérité. Voilà, c'est indiscutable. Il faut être libertarien. Voilà. Mais ce que dit Nîmes, lui, c'est qu'il dit en gros, si tu te lances dans une argumentation, ça veut dire que tu crois que la vérité existe, donc tu présupposes plus ou moins la vérité, l'existence de la vérité. Donc déjà, il dit, il y a une vérité qui existe bien. En tout cas, on croit que la vérité existe, tu vois, et on croit qu'il y a des choses qui sont vraies. Et ensuite, il bascule, là, c'est vrai, sur du Emmanuel Kant. Alors, j'espère que Triple B, comme on va l'appeler, le mec de la Word critique, ne va pas me défoncer pour mon explication de critique de la raison pure, mais je vais faire de mon mieux. Alors, Triple B nous parle de Benoît Béibunel, qui est un théoricien de la critique de la valeur, qu'on salue aussi au passage, qu'on salue. On vit dans la même ville, ça fait un an que je l'ai pas vu, faudrait que je pense à l'appeler aussi. J'ai son numéro, ça c'est pas interdit. Donc désolé Benoît de t'as pas avoir appelé, mais voilà, la vie, tout ça, le froid, Montpellier. Enfin bref. Donc oui, alors quand il parle de BBB, on parle de voilà. Pour vous dire le niveau du gars. Ouais. Pour vous dire le niveau du gars, il a écrit voilà, approche paternaliste de la critique de la raison pure. Voilà. Le livre fait 300 pages, je vous le mettrai dans la description. Approche aussi matérialiste de la critique de Martin Heidegger. Le gars, vous avez compris, voilà, ce n'est pas Chris de la pas du team. Le gars, il est solide. Le gars, quand il demande à Frédéric Lordon un octogone, le gars a ses chances, tu vois. Voilà. Je dirais simplement que c'est pas un happiness manager, quoi, tout simplement. Moi, je me souviens que j'avais vu sur Twitter, en gros, il y avait un livre qui était recommandé, une critique anti-autoritaire de Lordon. Ah oui, c'était je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. C'est le livre de Benoît aux éditions Crazy Critique. Et ouais. J'ai encore un traumatisme parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Non mais voilà, tu as affaire au maître du logos. Voilà, faut le savoir. Ouais. Mais ouais, donc alors Kant. Donc on va poser les choses simplement. Kant, il dit qu'il y a un truc qui s'appelle le noumen, donc la chose en soi. C'est-à-dire en gros l'univers tel qu'il devrait être.
et que nous on perçoit les faits nomen, du coup, c'est-à-dire l'apparence qu'a le noumen pour nous, on va dire c'est les habits qu'ils portent, quoi, enfin ce que nos yeux nous donnent à voir, et puis ce qu'on arrive à toucher, ce qu'on arrive, voilà. Et donc il dit en gros que la chose en soi nous est pas accessible, et que même on peut être trompé plus ou moins par nos sens. Donc il pose qu'il y a des connaissances qui sont empiriques. Donc voilà, mais il y a aussi ce qu'on va appeler, en philo des sciences, t'as un peu l'opposition historique entre l'empirisme et le rationalisme. C'est-à-dire que l'empirisme, c'est tu te bases sur ton expérience pour déduire de la connaissance, et le rationalisme, c'est tu crées de la connaissance a priori, c'est-à-dire par la raison. Globalement, les mathématiques, c'est un peu la science a prioriste par excellence. Et donc, la plupart des connaissances a priori, en fait, c'est ce qu'il appelle les jugements synthétiques et pas analytiques. Pour faire simple, un jugement analytique, un jugement synthétique, c'est en gros, t'obtiens la connaissance à partir de la définition du mot. Typiquement, je définis un triangle. En fait, dans la définition du triangle est censé plus ou moins être inclus le fait que les 3 angles font 180 degrés. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Donc, c'est-à-dire que tu as une axiomatique et ensuite tu peux déduire des théorèmes à partir de cette axiomatique juste par des opérations logiques, globalement. Et après, tu as des jugements analytiques. Donc, ça, c'est rajouter de la connaissance. Typiquement, Martin a 39 ans. C'est pas une connaissance qui est définie dans Martin, quoi, entre guillemets, mais c'est une information supplémentaire. Je vais essayer de simplifier comme ça. Et donc, il dit qu'en gros, évidemment, les jugements a priori, les jugements synthétiques, quoi, sont, je crois, apodictiques, si tu dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'ils sont certains, vrais. Voilà, il y a pas de discussion. Je crois qu'il y a aussi un peu ça chez Spinoza. C'est vraiment l'idée que les seules connaissances qui sont vraies, c'est un peu ce qui est déduit par la raison. C'est comme ça que tu t'en sors le mieux. Globalement, c'est un peu la grosse opposition. Mario Bunge, j'y dirais, non, mais ça sert à rien d'opposer les deux. Globalement, on peut très bien avoir un truc entre les deux qui s'appelle le ratio empirisme, quoi. Et globalement, l'idée que tu vas tu vas pas te baser uniquement sur ce que tu observes, c'est parce que il faut que tu ailles au-delà. Mais en même temps, t'es obligé un peu de t'en servir, sinon c'est un peu n'importe quoi et t'es juste dans le monde de l'esprit, quoi. Et ça te donne pas de la vraie connaissance. Je me souviens d'une conférence, si tu veux, je vais continuer un petit peu, mais une conférence d'Étienne Klein où il disait, il prenait un sujet de bac, c'était observer, est-ce que ça a permis de comprendre? Et lui, il disait non, j'ai terminé le sujet. Ce qui en soi est une bonne réponse, effectivement. Mais il prend l'exemple pour ça de Galilée, qui est, on a l'impression que les corps chutent à des vitesses différentes et que les corps les plus lourds chutent plus rapidement. Mais lui, Galilée, il imagine une situation où on supprime complètement l'air. Qu'est-ce qui se passerait? Et donc lui en déduit que globalement les corps ont chuté à la même vitesse. Et donc ça a permis vraiment des avancées en termes de science et tout. Mais on l'a jamais observé jusqu'au moment où on est allé plus ou moins sur la Lune. On a lâché un marteau et une plume. Et là, on a vu que les trucs tombaient à la même vitesse. Et ok, Galilée s'est confirmé. C'est-à-dire que, en fait, c'est la résistance de l'air qui fait que les corps les plus lourds chutent vite et les corps les moins lourds chutent moins vite, globalement. Bon, je résume rapidement. Mais globalement, donc, il y a un peu ces deux trucs en science, c'est-à-dire observation ou induction et raisonnement a priori, donc déduction. Voilà. Et on combine un peu les deux, donc l'observation, la théorie, on essaie de faire des mélanges. Et je rappelle aussi que Doumit est historien des sciences, donc Doumit est philosophe des sciences. Si Doumit, si t'as envie, voilà, Doumit, si tu n'es pas vexé par droite d'Arpagil, tu as son numéro et tu as l'espace commentaire aussi, voilà. Si tu veux nous corriger, il va me défoncer. Il va dire oui, c'est n'importe quoi, il a rien compris, voilà. Mais bon, j'essaye un petit peu d'expliquer vite fait, voilà, des trucs de base en philo des sciences, mais globalement, ce que le mec dit, alors lui, il va citer aussi Wittgenstein, il va dire que déjà, le langage, c'est une façon un petit peu de découper le réel pour le rendre intelligible, donc déjà, en fait, tu fais un petit peu... c'est du découpage un peu imparfait, quoi. C'est-à-dire que déjà, le langage, il va structurer plus ou moins ta vision du réel. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, parce que là,
Ouais, et puis aussi, vu que le langage, enfin là, c'est moi qui ai avancé un petit peu dans le sens du spoil du chapitre aussi. Vu que la chose a priori nous est pas accessible et que l'interface pour y accéder, c'est-à-dire le langage, est en soi imparfaite, et donc il conclut que la raison n'est pas forcément le meilleur chemin vers la vérité avec un grand V, quoi. Donc c'est là aussi le côté un peu épicé du chapitre. Ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ah oui, alors il dit aussi que Nietzsche dit que la vérité absolue n'existe pas. Alors déjà, je suis pas trop sûr de ça parce que j'ai cru voir quand même des trucs où Nietzsche disait par exemple le service de la vérité est le service le plus exigeant dans l'Antéchrist, tu vois. Donc il a l'air quand même à certains moments de défendre l'idée que la vérité c'est quand même important, mais bon. Et je précise c'est aussi vrai que sur le principe. Je précise aussi que Doomit est un expert de Nietzsche. Si Doomit vous voudrez aussi nous corriger dans les commentaires par rapport à Nietzsche aussi. Voilà. Et alors écoute tout Doomit et tu nous corriges à la fin. Si tu veux, tu fais une vidéo sur nous pour dire à quel point on est des cucks. Voilà, c'est moi je prends. Vas-y, y a pas de problème. Mais en tout cas, ce que dit Nîmes, ouais, c'est que globalement Nietzsche il valorise avant tout la volonté de puissance par rapport à la vérité. Donc il valorise des choses utiles, des choses qui te font du bien ou qui te permettent de t'affirmer, et pas nécessairement ce qui est vrai. Ben voilà, ça, tu peux avoir des choses fausses qui te permettent de t'affirmer, c'est pas nécessairement un problème. Bon, l'auteur est plutôt en désaccord avec ça. Déjà, il dit que Nietzsche il peut pas vraiment échapper à la vérité parce qu'il est de toute façon obligé de mobiliser cette catégorie pour affirmer des choses. C'est un peu un paradoxe sceptique, mais en gros, ça veut dire que le mec il te dit que c'est vrai que la vérité n'existe pas, on va dire ça. Il dit pas ça, mais on va dire c'est vrai que la vérité est introuvable, ou en tout cas on sait pas discerner la vérité. À ce moment-là, comment tu fais pour affirmer que c'est vrai si tu dis que la vérité, tu peux pas. Ouais, c'est une espèce de paradoxe, ouais. C'est comme dire le même paradoxe que tout le monde ment. Qu'est-ce qui garantit que je suis pas menteur aussi, tu vois? Exactement. Le paradoxe du menteur. Alors après, Bunge, il dirait, oui, le paradoxe du menteur, il se résout en utilisant du métalangage. Alors là, je suis là. Bon, le métalangage, c'est quoi? C'est un art martial, c'est ça? Faut être 8e dan, non? Je suis là avant. Mais bon, en tout cas, Nîmes, il dit, pour lui, la vérité, donc c'est l'efficacité à cerner un monde extérieur à nous. Donc, c'est-à-dire que la vérité, elle doit être conforme déjà au réel. Et même s'il pense que la réalité est inaccessible conformément à Kant et donc à l'idée du noumen, il dit qu'on peut améliorer l'épistémologie qu'on a pour mieux connaître le réel. Voilà. Et spoiler, il va utiliser, il va troquer Emmanuel Kant comme l'épistémologie kantienne pour l'épistémologie nietzschéenne en fait, voilà. Parce que à travers la raison et les mots et le langage, il considère que c'est un truc de cuck. Enfin, je te la fais en très courte mais par rapport, si on adopte au lieu de l'impératif kantien, on jette critique de la raison pure et on remplace par Nietzsche, et normalement ça devrait être bon selon le chapitre en fait. Et donc troquer la raison et le langage à travers de Kant et remplacer ça plutôt par la volonté de puissance de Nietzsche, et apparemment les sensations du corps, le côté un peu vitaliste, un peu sur les bords de Nietzsche, devrait en elle-même suffire à créer une nouvelle épistémologie beaucoup plus proche de la vérité avec un grand V. Ah ouais, tu as compris ça comme ça. Moi, j'ai compris ça comme ça. Enfin, à un moment donné, il dit, attends, je sais plus quel le numéro de la page, mais il dit clairement que la volonté de puissance doit remplacer, le blabla kantien, quoi. Enfin, voilà, en gros, c'est ça l'idée. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça, quoi. Et en soi, après, c'est peut-être moi qui fais un raccourci dans ma tête, tu vois, parce que je suis un connard de gauchiste. Mais disons que moi, j'ai perçu dans le rejet d'Emmanuel Kant l'anti-intellectualisme de l'extrême droite pour aller vers un truc plutôt vitaliste, un peu à la Nietzsche, tu vois. Et en soi, dans ce sens-là, ça a un peu du sens, tu vois, vu que, voilà, moi, à un moment donné, ce bouquin, traité néo-réactionnaire, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? À un moment donné, j'ai l'impression qu'il resserre un vieux discours, mais il a juste un petit peu modifié, un peu réactualisé, mais en soi, la mécanique interne, c'est anti-intellectualisme. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'interprète, genre, les mots, l'interface, sont imparfaits, donc on peut pas y aller, tu vois. Enfin, donc, l'appréhension pour la vérité avec un grand V est imparfaite, donc, faut chercher mieux. Et à un moment donné, il le dit clairement dans le chapitre que, après, j'aurais dû noter la page, je suis con, c'est vrai que c'est un passage important, mais de toute façon, le chapitre, il fait quoi? 10-15 pages à tout casser. Il devrait être facilement trouvable pour les gens qui le lisent.
ou peut-être je le mettrai dans l'espace commentaires sur YouTube. Si vous écoutez ça depuis Spotify, allez sur YouTube, je mettrai le lien dans la description. Allez sur YouTube, je mettrai peut-être en commentaire. Ou sinon, si Doumi t'as déjà le bouquin, pourquoi j'avais le tweet souvent dans le podcast. Je l'appelle souvent. Ça se trouve, il a pas de livre. Tu le kiffes. Oui, mais apparemment, il n'aime plus Padu. Enfin bref, je suis jaloux. Je suis jaloux. tout ce drama pour bon, ça. Alors, en tout cas, la première partie du chapitre, c'est globalement dire il existe une vérité. Même si cette vérité, elle peut pas connaître le monde parfaitement, on peut hiérarchiser les croyances et la connaissance du monde. Et donc ça, c'est un peu la première grosse partie du chapitre. Après, il va basculer sur un truc qui est l'information. Alors, il va introduire en fait ce qu'il appelle le mème. Alors, le mème, ce n'est pas le même Internet, style une vanne. En gros, c'est un truc de Dawkins apparemment qui est pour dire, qui est l'équivalent en fait de la plus petite ça se définit comme la plus petite unité informationnelle d'une idée. C'est plutôt un axiome dans ce cas-là. C'est plutôt un axiome alors. Non, mais c'est le nom en fait qui donne, c'est comme l'équivalent d'un bit ou d'un gène, sauf que là c'est pour des ensembles culturels ou d'idées, c'est ce qu'il appelle un mème, donc ce serait la plus petite unité d'information d'une idée. Bon. Et donc les mèmes évidemment peuvent s'associer pour faire ce qu'il appelle des méméplexes, donc en gros l'équivalent des ensembles, des corpus d'idées qui pourraient correspondre à une culture, et il y aurait une sélection naturelle plus ou moins des cultures. Alors là je sens que toi ça a dû te trigger. Le côté darwinisme, voilà. Oui, je confirme, ça m'a trigger. Je confirme, ça m'a trigger. Mais en gros, il dit que voilà, il y a au fur et à mesure du temps, on pourrait améliorer nos corpus d'idées, qu'il y en aurait qui disparaîtraient et tout parce qu'ils sont pas adaptés à notre environnement ou à la survie ou à la connaissance. Et donc il dit qu'en gros, la modernité c'est un méméplexe, mais un méméplexe qui est imparfait, qui a certaines idées mauvaises. Et c'est peut-être meilleur que dans notre environnement actuel, c'est peut-être une vérité qui est plus adaptée à l'environnement, mais qui présente ses lacunes et qu'il faut plus ou moins dépasser. Alors bon, je vais pas, là jusque-là, il y a des trucs intéressants. Il y a juste un moment où ça part un peu en live ou en mode, en gros, il dit voilà, il y a des gens qui disent qu'une femme est tout individu qui affirme être une femme ou que l'immigration est une richesse. Donc vous voyez, les gens croient des trucs cons. Il y a encore des idées fausses qui circulent. Et là, j'étais en mode ok, transphobe et xénophobe, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où limite, tu vois comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est vraiment typique des gens à la réflexion limitée, ou en tout cas aux gens qui n'ancent pas forcément la couleur d'entrée, parce qu'ils auraient un peu honte, parce qu'ils savent très bien que les gens vont pas être forcément très très chauds pour le projet. C'est-à-dire que oui, tout le côté sélection naturelle des idées, bonne ou pas adaptée. J'ai envie de dire, pas adapté à quoi, pas adapté à qui. C'est moi qui nous explique en détail ce qu'est une idée fausse, pas adaptée. Ouais, mais pas adaptée à quoi? En fait, on reste dans les grandes généralités. On reste dans les très très grandes généralités. C'est-à-dire que tu peux pas être contre, tu peux pas être pour. Le gars ne dit rien de précis en fait. C'est oui, les idées viennent, ça se fond, ça se défait. Ok. Puis la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, mais sinon ça nous en dit pas plus en fait, tu vois. Et à partir du moment où il dit oui, il pense que là les PD, les hommes et machin et les femmes habitent. Je pense que en fait, on doit juste l'idée principale, c'est les hommes et les femmes habitent. Voilà, c'est ça l'idée qu'il veut pas. Et après, juste ce qui avance, c'est un petit peu le jargon un petit peu intellectuel de PMU de Dark Sasuke 666 de son blog dans les années 2000 pour nous vendre un peu l'idée, parce qu'en fait, il a déjà sa conclusion. Il veut pas des trans, il aime pas les gays. Mais il peut pas y aller frontal, il est obligé de dire oui, mais en fait, les idées, elles sont fausses. Genre, être homo, c'est vrai ou faux? Être trans, c'est vrai ou faux? C'est quoi le truc, en fait? À un moment donné, on dirait que c'est typique d'un gars qui a une réflexion très limitée, en vrai. Ce qui est très bizarre, surtout, en fait, c'est ces deux exemples qu'il cite. En fait, je peux tout à fait les contredire du point de vue scientifique. C'est-à-dire, quand il dit une femme est tout individu qui affirme être une femme, non, je pense que, en tout cas, on ne définit pas une femme comme ça, tu vois. C'est-à-dire, si Martin me dit qu'il est une femme noire, si tu veux, écoute, je peux peut-être, pour pas le faire chier, respecter son avis, mais j'aurais quand même quelques doutes sur le moment. Et je me dirais, je sais pas, t'as pas trop le passing d'une femme noire, en fait. Et Pourquoi tu me doxes comme ça, bâtard? C'est bâtard, tu me doxes, en fait. Pardon, mais... Déjà, tu dis mon âge en direct, hein? Inadmissible.
Non mais donc déjà dans un premier temps, je sais pas qui dit oui. En fait, dès que t'affirmes quelque chose, c'est forcément vrai. Tu vois, quand il y a le mec qui disait sur le plateau, non, je suis pas un homme, je suis non binaire. Tu vois, bah tout le monde s'est dit bon, frérot, quand même quoi. C'est vrai que la confusion visible, bon, j'avoue que j'aurais fait l'erreur t'as aussi. un passing de mec, quoi. Voilà. Donc après. Ouais, tu peux respecter des gens qui disent je suis ceci, je suis cela, mais bon, c'est sûr que dans l'imaginaire collectif, ils sont perçus comment, c'est aussi ce qui est important, quoi, tu vois. Pour moi, une personne trans, son objectif, enfin, si une personne me dit je suis trans, je fais mon coming out trans, mais elle a pas envie de changer de passing, bah je sais pas. Alors Bah, du coup, c'est quoi, pourquoi t'es trans, quoi? Bah après c'est pour lui ou pour elle, tu vois, limite je serais tenté de dire on s'en tape, ouais. tu vois, on serait tenté de dire on s'en tape, mais la personne a quand même le droit d'exister. Je vais pas dire oui, alors, en fait ton existence c'est déjà une mauvaise épistémologique ancienne, espèce de bâtarde. Voilà, c'est un peu bas, c'est un peu. Non, où la personne a déjà un passing qui correspond plus ou moins à son genre de destination, mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est qu'il y a un truc un petit peu bizarre dans le fait de dire que on va croire nécessairement les gens parce qu'ils nous disent je suis ça, tu vois. Alors que c'est pas nécessairement ce que. Après, ça peut être ce que les progressistes disent en général. Ouais, mais surtout tu peux être au début de ton parcours de transition, t'as pas les injections de testostérone ou de œstrogène, c'est ça, voilà. Et donc ouais, pour l'instant le côté le côté mec trans, t'as plus. Bon, si t'es au début de ta transition, c'est pas évident à cerner, tu vois. Bon après, ça dépend où, quand, comment, pourquoi, tu vois. Et certains n'ont pas accès aussi aux hormones, donc c'est compliqué, tu vois. Donc en soi, ça relève de toute une problématique, mais je pense que c'est assez évident, en fait, quand ils parlent d'épistémologie, du vrai, du faux, en fait, ils s'en bat les couilles. Ce qui lui importe, c'est ça, en vrai de vrai, tu vois. Il y a trop de trans, il y a trop de PD, voilà. Je pense que, bon, à un moment donné, voilà, bon, je pense qu'on va pas se faire non plus trop d'illusions, mais, disons qu'il essaie de maquiller ça d'un vernis intellectualiste. En tout cas, enfin, je vais pas dire qu'il le fait bien avec talent, tu vois, mais en tout cas, il tente. Je trouve que c'est important d'essayer, mais je pense qu'il y a des gens qui ont lu plus de 2 livres dans leur vie, qui ont un peu plus de 5 de QI. C'est pour une race supérieure, franchement, honnêtement, je trouve que le livre est très mauvais. Hein. Bon, en tout cas, sur cette question, si jamais il y a des militants trans qui veulent me corriger en disant tu es trop matérialiste sur cette question, il faut être un peu plus idéaliste et tout, et accepter que les gens qui se déclarent, il y a pas de souci, moi je suis prêt à l'entendre. Mais simplement, c'est juste que c'est un peu une caricature de dire que c'est la position de tous ceux qui défendent les trans, entre guillemets, de dire bah oui, en fait, moi je déclare juste que je suis ça et puis c'est bon, automatiquement je suis ça, quoi. Et puis si jamais t'es gêné par ça, en fait t'es un gros fils de pute de transphobe, quoi. Ouais, voilà, et puis ça rejoint le discours Twitter, oui, je m'identifie à un hélicoptère de combat et puis il y a une table basse, tu vois, ça fait penser à ça, tu vois. C'est ça aussi. Mais bon, après voilà, encore une fois, c'est peut-être encore un biais de droitard, tu vois, on peut me le corriger. Et sinon sur l'immigration est une richesse, c'est aussi question assez amusante parce que il y a eu des études pas mal sur le sujet qui ont été faites. Alors en particulier, je pense aux études de Card et Kruger lorsqu'il y a eu l'exode de Mariel à Cuba. Qui étudiait en fait des cas où les immigrés de Cuba arrivaient à Miami, ils étudiaient les secteurs de Miami où il y en avait beaucoup et d'autres où en fait il y en avait moins globalement. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que globalement sur le long terme, en fait, l'immigration ne diminuait absolument pas les revenus, que globalement en fait ça augmentait même plus ou moins la richesse, parce que en tout cas t'avais plus de main d'œuvre, voilà, donc il y avait pas forcément de limite dans les moyens de production. Et en fait, les gens avaient tous les gens qui arrivaient sur place, c'était des gens qui demandaient aussi, qui avaient de la demande, tu vois, en termes de biens de consommation. Donc en fait, ça participait pas nécessairement aussi bien à mettre des natifs au chômage que à réduire leur salaire. Mais après, donc ça, en fait, c'est. Après, je pense notamment au Brexit en Angleterre, dans certains métiers extrêmement ciblés, c'est-à-dire les plus pauvres, dans les métiers les plus, il y a tendanciellement une très légère baisse d'1 ou 2%, je crois, avant le Brexit. Mais en soi, est-ce que 1 ou 2% ça justifie qu'on se mobilise pour le Brexit? Je ne pense pas, tu vois. Mais oui, non, mais pour la baisse tendancielle des salaires, globalement, c'est faux. Mais dans des trucs très précis et très localisés et les plus précaires, ça peut varier entre 1 et 2%. Enfin, pour l'Angleterre, pour le Brexit, j'ai lu 3-4 études, on va dire. En tout cas, j'en ai fait la synthèse de 3-4, en fait. Parce que, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça se trouve, il y a vraiment un truc, tu vois. En France, l'excuse du oui, les émigrés font baisser le salaire, etc., ça n'a pas de sens. En Italie, l'Italie du Sud, c'est une autre question, parce que l'Italie du Sud, bon,
on aime à se moquer de l'État italien, tu vois, qui maîtrise que l'Italie du Nord et pas l'Italie du Sud, parce que pour la petite info, l'Italie du Sud est beaucoup, enfin, limite l'État là-bas, c'est la mafia. Je déconne même pas. Donc, c'est compliqué d'avoir des stats pour faire des études. Mais en Angleterre, pour le Brexit, justement, je me suis pas mal intéressé à la question du Brexit, sur comment justement l'extrême droite a pu autant envahir la rue, parce que c'est pas vraiment dans leur culture politique. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu un élan raciste qui a motivé le Brexit dans les années 2000. Une immigration d'Europe de l'Est. Bien qu'il faut savoir que ce qui a motivé le Brexit, et ça, la pas du team, n'importe quel connard d'internet vous le diront jamais. Voilà, c'est ce qui a motivé le Brexit, c'est du racisme anti-Europe de l'Est. Bon, je vous rassure, depuis le Brexit, maintenant c'est un racisme beaucoup plus classique, anti-musulman, père de civilisation, etc., etc. Mais en soi, ce qui a motivé la création du Brexit, à l'époque d'ailleurs, à l'époque où David Tennant était le 10e Docteur Who, il y avait un racisme anti-Europe de l'Est extrêmement vénère, quoi. Donc c'est ce qui a motivé le Brexit. Il y a eu des actes de violence contre des Polonais, des Ukrainiens, enfin, je crois des Ukrainiens si je dis pas de bêtises. Donc, je n'ai fait un podcast sur hors cadre avec toutes les sources sur Instagram. Enfin, en tout cas, j'ai fait un carrousel pour toutes les sources. Et c'est vraiment pour vous dire que, et tendanciellement, durant le Brexit, effectivement, il y avait quelques métiers. Et c'était les plus mal payés, parmi les plus mal payés. Et effectivement, d'avoir pas mal d'émigrés, entre guillemets, d'Europe de l'Est, faisait baisser tendanciellement les salaires de 1 à 2%. Après, est-ce que faire baisser les salaires entre 1 et 2%, ça justifie de s'en prendre à des gosses et de justifier de cracher son fil sur comme quoi les Polonais sont des sous-hommes? Bon, je pense que quand Bernard Arnault licencie des dizaines et des dizaines de millions de personnes, personne ne va le chercher par la peau du cul, et je me dis, pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Voilà, je pose simplement la question. Bon, en tout cas, voilà, mais globalement, évidemment, lui, il va plutôt voir dans les idées fausses des idées progressistes, mais il pose ce truc-là que il y a plus ou moins des corpus d'idées, et qu'on peut en avoir des meilleurs que d'autres, et que ça peut être sélectionné. Alors, par exemple, il dit, je cite, donc Confucius disait, si le langage n'est pas en accord avec la vérité des choses, les affaires ne peuvent être menées à bien. Et une culture qui ne peut mener les affaires à bien est une culture qui ne sera pas sélectionnée par la sélection naturelle. Les contre-vérités en gros, confèrent un avantage aux individus, les imposant au sein d'une culture, mais affaiblissent la dite culture elle-même. Ce que nous observons alors, ce sont des individus qui cherchent à augmenter leur puissance au détriment de la vérité et contre le bon fonctionnement de la société, car plus le méméplexe sur lequel repose une société est vrai, mieux elle fonctionne. Et ce qui est amusant dans cette phrase, c'est qu'il dit « Ce que nous observons alors, ce sont des individus qui cherchent à augmenter leur puissance au détriment de la vérité et contre le bon fonctionnement de la société. » Et là, je me suis dit « Frérot, comment tu peux défendre l'autoritarisme en disant ça ?» En fait. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il y a des individus qui cherchent à augmenter leur puissance au détriment de la vérité et contre le bon fonctionnement de la société. Et là, il se dit pas « Putain, il y a peut-être en fait des autoritaires qui contrôlent l'information. » tu vois, et qui nous empêche d'avancer à cause de ça, et que peut-être c'est un problème, tu vois, et que peut-être, c'est ça que je trouve très bizarre, c'est que, en fait, c'est même une critique, je crois que c'est Noé Giacomi qui rappelait ça sur Karl Popper dans une vidéo récente, mais c'est une critique qui est faite contre l'autoritarisme, qui est de dire que souvent ça va verrouiller, en fait, les critiques, ça va verrouiller l'information, et que on va pas avoir un développement scientifique et qu'on peut avoir l'émergence de sciences à la con, comme le lysenkisme ou alors la science nazie, tu vois, plutôt que des vrais médias, des vrais scientifiques, voilà, qui ont pas peur de se faire trucider parce que ils ont étudié un électron qui était pas arien ou qui était pas prolétaire, quoi. ouais, alors alors je sais que j'ai une partie de mon public aussi, voilà, qui on va dire qu'ils ont pas la rêve Kronstadt, donc bon, est-ce que tu peux citer là, justement la science prolétarienne, juste la petite anecdote, parce que là je sens qu'on a un peu largué une partie du public. La science prolétarienne. La science prolétarienne, ils connaissent pas. C'est-à-dire que je viens de me rendre compte que quand je cite Kronstadt dans des discussions avec des abonnés, ils ont pas la rêve. Donc bon, si je me dis que Kronstadt ils ont pas la rêve, c'est que la science prolétarienne non plus. Non, en fait, c'était l'idée que voilà, il y avait des sciences qui étaient faites par les bourgeois, que les sciences étaient intrinsèquement bourgeoises parce qu'ils correspondaient à l'idéologie dominante de la société capitaliste, et que donc il fallait désembourgeoiser ces sciences
en faisant des sciences bien prolétaires, quoi. Bah, et donc sauf, ça a été. sauf que l'élan sur de ça, ça a été dans l'agriculture en URSS, et autant vous dire que oui. ça n'a pas assuré des bonnes récoltes. Autant vous dire. Non, c'est sûr que ça a été un peu cata. De toute façon, à partir du moment où tu essayes de rendre très idéologique ta science, ça commence à devenir un peu compliqué. Alors même si Doomit, il va me dire oui, mais la science est influencée par l'environnement, par les financements, par les machins. Oui, je suis tout à fait d'accord. La science s'inscrit dans un contexte social, il n'y a pas de souci. Mais enfin, quand tu te ramènes et que tu poses, maintenant, la physique, elle va être blanche ou elle va être prolétaire. Bon, frérot, c'est pas tout ça, mais moi j'essaie de faire de la physique en fait. Voilà, tu vois. et surtout, Donc, moi, j'ai beau être ranard, moi j'aime bien bouffer, tu vois. Si je remplis pas mon frigo, je suis moyennement jouasse, tu vois. voilà. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est assez amusant que Nîmes note que en fait il note pour les progressistes, il dit genre oui en fait les progressistes inventent des mensonges et tout, et ça se fait au détriment au détriment du bon fonctionnement de la société et tout. Ouais, mais enfin ok, il y a peut-être, comme je l'ai dit, il y a peut-être 2-3 mecs qui cassent les couilles à des gens en disant voilà, Monsieur Barbu est une femme et respecte-le, sinon je vais te casser la gueule. Bon, d'accord, peut-être ça existe. C'est un peu les vidéos psychédéliques, quoi, si tu veux. Voilà, il y a peut-être un cassos dans une université américaine qui nous casse les couilles, tu vois, jusqu'au bout et qui est pas capable d'être. Bien qu'en ce moment, au States, c'est pas vraiment l'ambiance actuellement aux States. Hein. Oui. Enfin, c'est pas vraiment l'ambiance. C'est pas l'ambiance. L'ambiance, c'est comment de résister à ces connards de Ice pour pas qu'ils raflent tout le monde, tu vois. C'est plutôt ça l'ambiance, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un exemple qui avait été marrant et que j'avais vu dans la FAQ sur les réactions, anti-réactionnaires, et qu'en fait qui est aussi disponible dans un livre des prix Nobel d'éco, Acemoglu et Robinson, qui est un exemple très simple. C'est on a un cas d'expérience naturelle où on a une démocratie. Enfin, on a un peuple, un territoire qui est scindé en deux. Il y en a un qui est démocratique au sens classique, on va dire, enfin au sens moderne où on l'entend. Et il y en a un autre qui est très autoritaire, avec une dynastie de dictateurs. Tu vois, enfin vraiment l'idéal réactionnaire, quoi. Si tu veux, voilà, c'est traditionnel, c'est conservateur. Il y a un mec qui dirige tout à sa tête et tout. Ça s'appelle la Corée, voilà. Je dirais ça s'appelle Pseudélique, la chaîne YouTube, mais après c'est... Oui, je compare voilà, Pseudélique à Kim Jong-un, voilà. L'exemple de la Corée, c'est très simple. Il y a une dynastie de dictateurs, les mecs dominent tout, voilà, il y a pas de souci. Enfin voilà, c'est exactement l'ambiance réactionnaire, qui rêvée, j'imagine. Enfin, je caricature un peu, mais c'est réactionnaire. Il y a la faucille et le marteau, ils aiment pas trop, ils aiment pas. Non, mais quand c'est tradit, mais il y a un peu de rouge, ils aiment pas, tu vois. Mais bon, il y a des valeurs confucéennes. Enfin voilà, quoi, c'est l'ambiance. Enfin voilà, mais voilà, en termes de résultats, ça a pas l'air fou. Donc c'est peut-être manque de chance. Ça peut toujours arriver. Mais je pense que si on regarde les expériences historiques, on remarque que quand il y a un pouvoir qui est très concentré, ça part généralement en couille, même y compris au niveau de l'information, et que c'est quand même difficile de croire le pouvoir quand il dit qu'il y a un mec qui a eu un accident de voiture. Voilà, t'y crois moins visiblement, généralement. Et t'as beau essayer de te dire, faut pas que tu sois complotiste, ça devient plus difficile. Tu vois. Bah, c'est vrai parce que tu dis, ça fait quand même 50 fois qu'il y a des mecs de l'opposition qui se font tuer. Le 51e, je me pose des questions. Après, accident arrive très vite, camarade. Mais il a glissé balcon. Mais voilà, ça fait penser aussi, par rapport aux dérives autoritaires. Ce qui me fait délirer, c'est après, c'est Tech Dr. Zoé, pour une fois que j'écoute positivement la pas du team, elle avait fait remarquer à juste titre que dans les pays réactionnaires qui ont vraiment la famille comme valeur, en général, le taux de natalité est assez négatif. Donc voilà, si vous voulez être dans un pays où ça baisse pas, votez à droite. Hein, voilà, vous avez les stats. Hein. Voilà, vous voulez arrêter de baiser, votez à droite. Voilà, c'est statistiquement, voilà, il y a un truc. Oh là là, mon Dieu, ne dis pas ça. Là, je suis sûr que j'ai fait gagner 5 points aux élections à Mélenchon avec sur cet argument. Tu veux baiser, vote à gauche. Voilà, faisons simple. Mélenchon vibe un peu Kim Jong, hein, mais bon, moi j'ai le droit de le dire. Hein. J'ai le droit de le dire. Un vote Mélenchon, un compte au Linfan offert. Non, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez marrant qu'ils nous sortent ça.
Après, bon, lui il dit en gros, oui, la puissance ne suffit pas à expliquer l'objectif de la vérité. En gros, ça suffit pas à expliquer. En fait, la volonté de puissance, ça suffit pas à expliquer qu'on recherche la vérité pour elle-même, tu vois. Et en fait, il le justifie même d'une manière intéressante. Il dit on recherche la vérité parce qu'elle bénéficie souvent au collectif. Et ça fait écho, c'est vrai, à un truc en biologie qui s'appelle la sélection de parentèle. En gros, ça explique pourquoi il y a des comportements altruistes dans les espèces la plupart du temps. Donc je sais plus, il y a une espèce par exemple, alors je sais plus exactement, on va dire des marmottes d'Australie, je ne sais même pas si ça existe. Doumi, tu nous diras vu qu'il nous écoute là, il est dans le Doumi nous dira. C'est l'image que je m'en fais, des espèces de marmottes d'Australie, un truc comme ça, voilà. Et donc en fait, ça arrive qu'il y ait ces individus-là qui en fait prennent des risques pour prévenir qu'il y a un prédateur qui arrive, pour prévenir en fait toute l'espèce, parce que en gros, si tu veux, ça permet à l'espèce de survivre et les gènes de se propager, et ce gène-là, donc qui fait que tu vas avoir ce comportement-là, va continuer à exister au travers de l'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, l'altruisme est considéré comme efficace pour la survie de l'espèce, donc ce risque est valable pour l'individu. Enfin, donc il a ce gène en fait qui fait qu'il peut prendre ce risque valable parce que ça lui permet en gros de faire survivre l'espèce, tu vois, globalement. Je sais pas si c'est très clair, mais disons l'idée c'est que t'es prêt à coopérer même si ça va un peu contre ton intérêt individuel, parce que cette coopération elle te sera bénéfique aussi. Et elle sera bénéfique à tes proches, elle sera voilà. Donc il y a un peu cette idée derrière que la vérité elle pourrait être justifiée parce que même si elle nous bénéficierait pas individuellement, en tout cas à l'échelle collective elle serait bénéfique. On peut voir d'ailleurs ces résultats, ce qu'on va appeler la science quoi, mais on peut voir les résultats de la science à l'échelle collective, hein, globalement en termes de technologie, ce genre de choses quand même. Alors après je sais qu'il y a des primitivistes à la Nana Bomber qui kiffent avoir 3 feuilles pour se torcher le cul, mais voilà. Moi, j'ai envie de dire ça concerne 5 clochards, on les emmerde quoi. Voilà. Enfin, non mais les anarcho-primitivistes qu'ils aillent se faire foutre hein, à un moment donné. Ouais. Putain, j'ai vu que la paluchimie s'est fighté avec je sais plus des mecs qui s'appellent Antitech Résistance. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Alors je sais pas qui ils sont et je m'en bats les couilles. Je dis honnêtement. Pour une fois qu'on a trouvé plus Picasso dans un débat avec la Paluchim, on a trouvé plus Picasso que la Paluchim. Je me dis quand même. Ouais, mais bon, voir Paluchim versus versus hippie, moi ça me branche moyen quoi. Ouais, non, c'est vrai. Alors, mais Martin, alors, je vous précise que j'ai fait plus de 2 ans de secte écolo New Age dans les Cévennes. J'ai le droit de pas aimer les hippies. J'ai le droit. Voilà, mais comme dirait un grand philosophe raciste, bordel, j'ai le droit. Voilà. Aïe. Donc, on était où ouais, ce que nous dit Nîmes, donc, c'est qu'il y a une vérité qui existe. Que globalement on l'a pas atteinte ou peut-être qu'on peut pas l'atteindre, mais en tout cas on peut améliorer notre connaissance, notre corpus d'idées. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que oui, Wittgenstein il pointe les limites de la vérité par les limites du langage, ce qui va faire que on peut arriver à une postmodernité relativiste. Alors ce point-là, faut l'aborder rapidement. Alors on va y aller avec des pincettes parce que je suis pas le plus grand spécialiste de Wittgenstein, hein. On va pas se mentir, je suis pas le plus grand spécialiste. Moi non plus. C'est un penseur extrêmement lourd, aride, technique. C'est pas moi qui vais le résoudre dans 3 coups de cuillère à peau. Mais voilà, donc je laisse Juju s'aventurer dans les terrains marécageux. Ouais, non mais j'ai essayé en fait d'aborder, j'ai essayé de lire de la certitude de Wittgenstein, je t'avoue que je ne sais pas si je vais le finir, tellement c'est insupportable. Je le dis, c'est vraiment le mec qui est en train de te chier à la gueule, je pense en permanence, en disant essaye de me comprendre. J'essaye déjà de comprendre le monde, frérot. Alors si tu m'aides pas à te comprendre, je vais avoir du mal à le comprendre, tu vois. Ça, on appelle ça l'effet Deleuze ou l'effet Bourdieu, tu vois. Ouais, Deleuze aussi, nique sa mère, j'ai démarré son Spinoza. Allez, vas-y, tu sais ce que j'en pense. Non mais j'en ai marre de ces mecs. C'est les mecs qui s'appliquent. T'as jamais lu Paul Ricoeur, lui aussi il est technique à lire. Paul Ricoeur. Oh là là, mais non, je vais pas essayer du coup. Mais bon, en tout cas, on va dire que Spinoza, Wittgenstein, il a beaucoup les trucs autour des jeux de langage et il explique que beaucoup de choses se posent avec, beaucoup de choses s'expriment au travers du langage. Donc le langage, il présente évidemment ses limites. Il peut exprimer certaines choses, parfois il a du mal à en exprimer d'autres. Globalement, on pourrait reprendre l'exemple d'un truc qui s'appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. Alors pour que vous compreniez un petit peu ça, dans un roman
de Ursula Le Guin, qui s'appelle Les Dépossédés, qui traite d'une société communiste libertaire. Voilà, donc ça devrait te plaire. Ouais, je bande déjà, vas-y. À un moment, en fait, cette société communiste libertaire, elle a certains défauts parce qu'on est quand même dans la science-fiction. Et donc, elle a le défaut d'avoir une langue bureaucratique qui a été créée. Et cette langue, en fait, ne possède pas les caractéristiques de propriété. C'est-à-dire, tu ne dis pas, tu n'as pas de pronom possessif. Et il n'y a même pas vraiment de caractéristiques de genre dans l'objectif, justement, entre guillemets, de faire disparaître ces discriminations. Un peu comme dans l'écriture épicène ou inclusive. Il y a l'idée, en fait, que le langage va façonner la réalité. Et ça c'est l'écriture. Enfin, c'est ce qui s'appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. En gros, c'est l'idée que voilà, la façon dont tu vas, en fait, ta pensée, pardon, elle va être structurée par un langage, et donc forcément, elle va être circonscrite par ce langage-là. Donc, ta pensée, elle va être dépendante des mots que tu maîtrises, du langage. Alors, c'est vrai à certains échelons, c'est pas non plus ultra vrai. Globalement, il y a quelques effets qui sont mesurables. Mais surtout, l'exemple qui est pris souvent, c'est en anthropologie, on dit qu'il y a des cultures qui sont pas capables d'exprimer, par exemple, la notion temporelle, parce qu'elles ont pas de notion de temps. Alors, je suis allé checker, apparemment, Bunge, il dit quand même qu'elles sont capables d'exprimer un devenir, qu'elles sont capables, même si elles ont pas de mots associés, elles comprennent bien qu'il y a des notions temporelles et elles peuvent exprimer un futur, ou même comprendre qu'il y a d'autres cultures qui ont ces notions-là. Et globalement, ça reste quand même un peu surcoté, même si le langage, effectivement, façonne quand même en partie notre pensée, la façon dont on va exprimer les choses. Oui, comme apprendre une nouvelle langue aussi, modifie ton organisation neuronale aussi. Donc, effectivement, donc c'est pas juste de la branlette intellectuelle, ça a des effets réels, on va dire. Mais je pense que, bon, faut pas non plus, enfin, je suis pas rentré dans un espèce de débat, mais faut pas s'enfermer dans le langage aussi, voilà, sans vouloir citer ce livre de Néo Rance, qui est aussi ce truc-là de le langage illimité, donc nanani nanana. Après à gauche, je sais qu'on a cette dérive-là du discours qui a un effet sur la réalité, ce qui en partie est vrai, mais je pense aussi que la lutte des classes n'est pas que des mots, hein, chers amis, c'est aussi des actes, c'est des actes très concrets, voilà. Donc là, ça fait 45 minutes que vous êtes accrochés pour essayer de me comprendre parce que j'avais suivi le plan de merde qu'il a mis en place. Oui, voilà. Il y a un plan, on a fait ça, nous. Mais on va arriver à l'idée. Donc, il y a une vérité pour Nîmes. Cette vérité, elle peut être améliorée. Peut jamais être vraiment complète. Elle est limitée. Donc, ça veut dire que, globalement, la modernité, en ce moment même, elle a une vérité partielle qu'on peut améliorer. Et donc, évidemment, que va nous dire Nîmes? Quel est le problème dans la modernité, dans le corpus d'idées de la modernité? Qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le faux, c'est le culte de l'égalité et de l'absurdité de la vie. Voilà, globalement. Et donc, il dit qu'en gros, l'égalité, pour lui, elle est intrinsèque à l'humanisme parce qu'on définit un être humain, donc un peu abstrait. Et donc, cette idée de définir un être humain un peu abstrait, ça veut dire que, en gros, Martin est humain, je suis humain, donc on est la même chose, donc on est égal. Et donc pour lui déjà c'est un problème. Alors en soi je vais pas dire que je suis un grand fan du concept de faire tout reposer sur le concept d'égalité. D'ailleurs je suis assez critique quand même sur ce concept-là. Mais on sent quand même le délire qui est de dire l'humanisme ça me fait un peu chier parce que on dit que les êtres humains ils sont égaux et ça me pose un peu problème. Donc déjà voilà, on voit un petit peu où ça va. Je veux dire, voilà, moi et Juju, voilà. nous sommes des humains et certains hippies de New Age diraient que nous vivons l'illusion de la séparation, tu vois, voilà. Et donc, il va dire que l'égalité et l'universalisme, c'est les cancers, entre guillemets, de la modernité. C'est des cancers. Voilà. Que le postmodernisme empêche la hiérarchie des croyances. Alors je sais même pas s'il est pour que la vérité s'impose aux autres, c'est pas très clair sur ça, hein. Donc je vais pas rentrer dans le fait qu'il serait un colonialiste voilà, prêt à imposer son épistémologie. Oui, ça serait la suite logique, ça serait la suite logique en tout cas. Mais ce qu'il dit c'est que donc il va nous falloir sortir évidemment du culte de l'égalité, sortir même du nihilisme moderne parce que la croyance en l'absurdité de la vie. Oui, parce que et donc que ce post-humanisme ouais, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir, pardon. Non, et ce post-humanisme, donc, il doit peut-être chercher dans le pré-humanisme, c'est-à-dire dans la tradition. Voilà.
sachant qu'il a l'air de reprendre un petit peu des idées. Alors une idée d'ailleurs alors même s'il attribue à Nietzsche, mais plutôt de Hayek ou de Burke, qui est l'idée un peu que la tradition, ça contient quand même l'apprentissage de plusieurs générations. Donc il y a une forme d'information et de vérité qui est contenue dans la tradition. Voilà. Mais bon, lui, je pense qu'il est dans le délire. Le retour d'un roi, ce serait stylé, vu que visiblement il est néo-réactionnaire. Oui, voilà. Et puis surtout, le thème du nihilisme, encore une fois, thème très nietzschéen. Je crois qu'il n'a pas parlé de décadence dans le chapitre. J'ai pas souvenir de ce mot-là. Il a parlé de nihilisme, mais il n'a pas parlé de décadence. Mais le nihilisme, mais très nietzschéen, c'est pas loin. très nietzschéen comme thématique. Hein. Ouais, alors après chez Nietzsche, chez Nietzsche, ce qui est bizarre, c'est que Nietzsche utilise le nihilisme pour sortir du nihilisme. C'est quand même un truc assez. Mais en gros, il considère que l'objectif, c'est de sortir de certaines croyances pour à la fin, en fait, en adopter d'autres. Ce que veut, j'imagine, plus ou moins faire Nîmes, c'est-à-dire sortir de la croyance de déconstruire les mauvaises croyances de la modernité pour reconstruire une nouvelle forme de croyance. La question, c'est quels sont les contours en gros de cette foi, de cette croyance, les contours qu'il a exposés dans son introduction et qui sont cohérents avec les néo-réactionnaires et Yarvin et tout. C'est on a besoin d'une élite ou en tout cas à minima d'un roi pour diriger la société. Alors après, à l'origine, Yarvin, il était un peu dans le délire du patchwork, un peu à la Hans Hermann Hope, genre on va avoir des mini-territoires et tout. Mais bon, visiblement, il a l'air très friand de l'administration Trump ces derniers temps, donc les mini-territoires, ça a pas trop l'air de lui parler. Ça peut faire l'échelon d'un continent, visiblement, c'est stylé, avec un seul mec à sa tête. Bon, il a l'air de trouver ça bien, sachant que le mec n'est pas non plus... je sais pas, il pèse pas non plus dans le game intellectuel, quoi. C'est pas le sage de Platon. Je veux dire, Donald, c'est Donald, quoi. Tu veux dire que le gars qui nous dit, ouais, faut choper la chatte, ne serait pas le sage de notre temps, quoi. Surprenant. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, en tout cas, désolé d'avoir piraté comme ça ton podcast. Mais l'idée, c'est ça, c'est une vérité existe. Elle est imparfaite, on peut l'améliorer, et au final, la façon de l'améliorer, c'est nique sa mère l'égalité, bonjour la tradition, globalement. Ouais, et surtout, ouais, d'un point de vue philo, c'est vrai que là, j'en reviens peut-être un petit peu, en tout cas, une petite astuce personnelle, même si vous n'êtes pas spécialiste de la philosophie. Au prochain bouquin de cet ordre-là que vous pouvez acheter, c'est un conseil un peu général que je vous donne. Si les mecs mélangent du Kant et du Nietzsche pour parler de la vérité, vous pouvez poser le livre, vous faire rembourser, c'est parce que c'est un livre de charlatan. Voilà. Nietzsche n'est pas un penseur de la vérité, Nietzsche n'est pas un penseur à système, je pense qu'on pourrait dire la chose poliment, tu vois. Emmanuel Kant, ça reste le big boss final du libéralisme game en philosophie, parce que le gars a posé... c'est lourd concept, on va dire, et donc la critique de la raison pure, même encore aujourd'hui, on pense avec ou contre Kant, même encore aujourd'hui. C'est pour dire à quel point le gars, pourtant il date de la Révolution française, le gars, tu vois. Donc en soi, c'est vrai que Kant, c'est un petit peu le Mozart de la philosophie. Même encore aujourd'hui, on pense avec ou contre lui, et ça fait pas tâche. Et donc Kant, c'est un penseur à système, c'est un penseur à lourd concept, etc. Nietzsche, c'est juste un punchliner. C'est un penseur de la morale, Nietzsche. Je suis désolé de vous le dire, hein, si vous aimez Nietzsche à 14 ans, si vous avez un cœur, si vous aimez toujours Nietzsche à 40 ans, vous avez pas de cerveau, en fait. Il n'y a que Julien Rochdy pour kiffer encore Nietzsche à presque 40 ans. Faut arrêter. Mais j'ai généalogie de la morale à côté de mon lit, là. Voilà, sa place est plutôt à côté de tes toilettes, voilà. Faut le savoir. Oh non, mais non, en fait, Nietzsche, il est intéressant, C'est un philosophe à punchline, c'est un philosophe qui en envoie plein la gueule, il est impressionnant, il a du style, il a tout un tas de qualités, mais s'attaquer à la vérité avec Nietzsche, c'est comme se branler avec une râpe à gruyère. Voilà. C'est le même résultat. Après, ce qui est bien, c'est que Nietzsche, il montre quand même les limites de la vérité. Après, c'est sûr que le problème, si tu restes
bloqué à l'état de sceptique radical. En fait, tu vas jamais en sortir, tu vas jamais. Mais en Nietzsche, théorie, t'es censé rien croire. Mais Nietzsche, c'est un poseur. Donc, c'est pas Enfin, gros, Nietzsche, c'est un poseur. Enfin, faut arrêter les. Enfin, là, c'est comme dirait l'autre, c'est un poseur, Nietzsche. Excuse-moi, mais voilà. Oui, j'emmerde la morale, j'emmerde. Mais gars, mais détends-toi, frère. C'est à un moment donné, le gars nous parle de surhomme et de voilà, quand ça s'appelle déjà de volonté de puissance. Le gars était toujours malade. Nique ta mère à un moment donné, quoi, gros. Détends-toi, quoi. Baisse d'un ton, quoi. Non, mais c'est pas ça la volonté de puissance. Enfin, mais voilà, le gars. Dominique, corrige-le. Non, mais le gars nous parle de volonté de puissance. Le gars était malade à H24. Gars, détends-toi, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu facile. Mais bon, tout ça pour dire que Nietzsche a de l'attrait. Je dis pas que Nietzsche n'a pas d'attrait. Nietzsche est un très bon philosophe. Si vous voulez apprendre l'affirmation de soi. Je pense que si vous avez quelques carences en termes de confiance en vous, je pense que c'est le philosophe sous-indiqué, parce que c'est vraiment le philosophe drama king par excellence. Mais Nietzsche pour penser le monde, la morale, la vérité, enfin peut-être pas la morale sur ça. Bon, ok, il a un style. Comme Nietzsche sur ce qui est l'aspect de la vérité, Nietzsche c'est de la merde. Voilà, c'est tout simple. Ce n'est pas un penseur qui pense la vérité. Nietzsche c'est un artificier, c'est une rockstar. C'est un punchliner, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un philosophe qui en a quelque chose à foutre de la vérité. Il s'en bat les couilles de la vérité, Nietzsche. C'est pas ça son game, c'est autre chose. Donc faire intervenir Nietzsche, faire dialoguer Kant et Nietzsche, ça n'a aucun putain de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Kant est plus performant dans son domaine. Et Nietzsche, bon, je te dirais quel est son domaine. Voilà, bon, mis à part être un père moralisateur de merde en mode gros vénère, mais sinon, mis à part ça, Nietzsche n'a aucun. Enfin, faire dialoguer Nietzsche et Kant, c'est comme faire dialoguer, je sais pas moi, Stephen Hawking avec un dauphin. C'est compliqué comme résultat, quoi. Enfin, je dis pas que le dauphin ne mérite pas de vie. Enfin, je dis juste que, le dialogue en soi n'a aucun sens en fait. Tu peux faire dialoguer Kant et Karl Marx. Les deux, ils ont une affiliation. Tu peux faire dialoguer Kant et Hegel. Hegel, c'est ça. J'allais dire Engels. Non, mais en fait, c'est Hegel, tu vois. Hegel prend quelque part un peu la suite de Kant. Enfin, la suite. Et encore, c'est un sujet à débat. Mais on va dire qu'il y a quand même une filiation où les deux pourraient avoir une discussion, tu vois. Karl Marx, pareil, il pourrait avoir une discussion avec Emmanuel Kant, tu vois. Mais une discussion entre Kant et Nietzsche, je le vois pas dans l'immensité du multivers, je ne vois pas quand c'est possible. Je ne vois pas. Les deux ne sont pas sur les mêmes sujets, les deux n'ont pas les mêmes obsessions et les deux n'ont pas le même système. Moi, je n'arrive pas autant Kant, Nietzsche, Marx, je peux, Kant, Hegel, je peux, mais Kant, Nietzsche, j'y crois beaucoup moins déjà. Après, très sincèrement, je trouve que c'était un chapitre intéressant quand même. Enfin, faudrait que je finisse de le lire vraiment. Faut faire des podcasts sur des trucs qu'on lit à moitié, tu vois. Non mais non, en vrai, j'ai pas trouvé inintéressant. Je trouve qu'il y a plein de choses, à discuter en tout cas. Non, mais c'est pas un chapitre, en mode Dark Sasuke comme tu le dis, c'est-à-dire que, ok, oui, il y a la critique de l'égalité, il y a l'invocation de la tradition. Je comprends bien à quoi ça fait référence, mais il y a des auteurs qui sont capables de mobiliser la tradition ou la critique de l'égalité sans pour autant être des crypto-fascistes, quoi. Donc, ouais, mais sauf que pour l'instant, c'était un chapitre que j'ai trouvé intéressant et pas déséquilibré, quoi. Tu vois. Même si le côté, transphobie, xénophobie, bon, c'est pas très bien. Limite, critique de l'égalitarisme formel, voire même critique de l'égalitarisme entre guillemets du marxisme. Ça peut être intéressant à critiquer, sauf que le bouquin s'appelle Traité néo-réactionnaire et c'est idée par Julien Rousdi. Voilà. Oui, non, mais on sait où ça va. Voilà, on sait, voilà. Donc on ça va, mais même Juju qui nous fait une vidéo sortie où il nous fait moi président autoritaire, mon programme, tu vois, bon. Déjà, il a dit mon programme, il a pas dit mon combat. Déjà, je pense que c'est une forme de progrès, quoi. Non, mais voilà, non, mais c'est sûr qu'on sait très bien où le mec il fricote et voilà, je suis pas naïf, mais c'est pour ça que j'ai trouvé quand même que t'avais été dur sur le dernier podcast. Là, il a essayé quand même de mettre des références, il a essayé de poser une vraie réflexion, et il n'y a pas eu trop de Dark Sasuke 69 moments. Alors, l'intro était vraiment à chier, sauf que là, il y a un véritable effort en termes d'entourloupe, en termes de mélange de salade philo. Mais bon, pour les gens qui ont quelques neurones en place, qui ont quelques refs, voilà, comme je te l'ai dit, mélanger Kant, Nietzsche et Hobbes. Enfin, Hobbes, c'est pas Thomas Hobbes, c'est le libertarien, voilà. Merci pour la confusion que j'ai fait tout à l'heure. Mais
Je pense que c'est un mélange triple H, comme on l'appelle. Ouais, le triple H, je pense que c'est un mélange qui est profondément indigeste. C'est Kant est super bien, mais le mélanger à Nick Nietzsche, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a un peu raciste quand même. Hein. Oui, Kant. Oui, je crois qu'il a écrit un essai sur la crise, enfin sur l'inégalité des races ou un truc comme ça. Oui, Kant, quand humainement, c'est sac à merde, tu vois. Mais critique de la raison pure. Bon, après, c'est l'époque. Hein. Ouais, après, je pourrais faire la même chose sur Marx, l'antisémitisme de Marx, tu vois. Mais dans Das Kapital livre 1, il n'y a pas une trace d'antisémitisme. Pareil pour critique de la raison pure, il n'y a pas une trace de racisme, tu vois. C'est après la question qu'il faudrait se poser, c'est au lieu de cancel bêtement des auteurs parce qu'ils auraient telle ou telle dingue, ils auraient fait telle ou telle dinguerie. Moi, je serais plutôt limite partant pour le projet, mais la question que je me poserais, c'est dans quelle proportion leur dinguerie a infusé leur œuvre. En fait, c'est peut-être ça la question véritablement intéressante. Tu vois, si Critique de la raison pure, ça aurait été un traité, de dignité des races, je dis bon, ça n'a aucun intérêt, quoi. On s'en bat les couilles, mais sauf que c'est pas le cas, tu vois. Enfin, le livre a marqué vraiment l'épistémologie mondiale, la création de connaissances, etc. C'est vraiment si voilà les gens se branlent sur la philo, laisser tomber les penseurs grecs, voilà, et là c'est Emmanuel Kant le vrai sommet, quoi. Voilà, faut quoi qu'on en dise. Enfin, si vous voulez vraiment comprendre, après moi je trouve qu'en sommet de philo il y a autre chose, mais c'est vrai que Kant c'est un petit peu un incontournable quand même. Hein. Donc voilà. Et oui, pourtant, je dis ça, c'est un libéral le gars, c'est un libéral, mais j'avoue que des libéraux comme ça, aussi pointus, aussi cadors sur la philo. Bon, voilà, on est d'accord, le gars, c'est pas Raphaël Enthoven, hein. Voilà, on est tout de suite, c'est pas Michel Onfray. C'est pas Michel Onfray. Michel Onfray. C'est pas libéral, Michel Onfray. Oh non, il est juste un peu con, c'est vrai, ouais. Non, mais le gars, je pense qu'il est perdu. Non, il aime le fric. Oh, ne jamais sous-estimer. Enfin, je pense qu'il est bête et qu'il aime le fric. Je pense que le cocktail des deux fait que il en est là aujourd'hui, quoi. Non, mais Michel Onfray, bon. Ouais, qu'est-ce qu'il nous avait expliqué, là, déjà? Putain, c'est vrai que sa compréhension de la mécanique quantique, je t'échoppe pas, quand même. Mais... Oui, le réchauffement climatique qui est dû au frottement du multivers. Enfin, putain, ouais. Ah ouais, le gars. Ah ouais, scénario Marvel, frère. Il a deux doigts d'appeler Iron Man. Voilà, putain, mais... Non, mais Michel Onfray, c'est le prochain Avengers, hein, tu sais pas, toi. Non, mais voilà, c'est... Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, voilà, mon avis sur ce chapitre-là, globalement, c'est un chapitre à chier. Enfin, c'est un chapitre à chier. C'est un chapitre qui est mieux que l'introduction. Voilà, je le dis, est mieux, oui. Juju a raison, c'est mieux que l'introduction. Mais globalement, ça reste une entourloupe philosophique pour accepter des idées de merde sous couvert d'intellectualisme un peu con, on va dire. Et que dire d'autre? Et puis sinon, c'est vrai que le truc fait 15 pages, voilà, on voit clairement le nietzschéisme du gars. Doomit, voilà, tu nous corrigeras dans l'espace commentaire du YouTube, voilà, pour qu'on aurait commis quelques erreurs, j'allais dire à ton endroit, et presque. Il va me démarrer à cause de ce que j'ai dit au début, là. Il va popper sur ton Discord. T'as dit quoi, sale bâtard? Doomit, tu sais qu'on t'aime, mais tu sais qu'il a pas d'utile, ne veut pas que ton bien. Ça, il faudrait que tu, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à l'écouter. Voilà. Ouais. Non, mais ouais, je sais pas, ouais, après, t'as rien à ajouter là, on a fait le tour? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute façon, en une heure, on a fait 15 pages. Je pense que voilà, on a fait le long run là. On est pas mal là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y avait des choses à dire sur la philo des sciences et tout. Non, il y avait pas mal de choses à dire. Et si voilà, dans les commentaires YouTube, taguez Doomit. Allez l'avertir sur Twitter. Ah, Martin et Juju et droit d'info, ils t'ont insulté et tout. Ils t'ont insulté. Voilà. Doomit, l'espace commentaire est à toi pour nous corriger. Et aussi, YouTube aussi est à toi si tu veux faire une vidéo pour nous clasher. Je n'y vois aucun inconvénient. Sinon, je veux dire aux auditeurs, aux auditrices, déjà bonne année 2026 déjà, même si elle commence sur des chapeaux de roue, on va dire. Et maintenant, je publierai un podcast toutes les 2 semaines, voilà, parce que j'ai fait un travail de deuil par rapport à ma création sur Internet. Je suis pour en témoigner parce que c'est le sujet aussi de quelques conversations en off. Et donc voilà, j'ai admis que la partie était pliée et j'ai admis que je n'ai changé à rien et que je suis impuissant, mais que ça n'empêche pas que d'ici que le monde s'effondre, nous allons quand même papoter des choses et d'autres. Qu'est-ce que t'en penses, Juju? Bah ouais, on va se faire kiffer un petit peu. Et puis bon, on en fait déjà plus que plein de gens en vrai. C'est déjà pas mal, tu vois. Oh mais non, mais on pourrait être sur Twitter à guetter la moindre micro-erreur de camarades pour dire que qu'ils sont des enculés, tu vois. Mais bon. Oui. Non, mais après,
Ouais, moi je rêve pas trop de ce genre de truc, tu vois, d'avoir la célébrité, quoi, tu vois. Je pense que Bah, surtout la célébrité sur ça, YouTube. Ça pourrait être un sujet de podcast, la célébrité sur YouTube. J'ai plutôt tendance à penser que ça t'abrutit plus qu'autre chose. ouais, je suis assez d'accord. C'est Parce qu'à la fin, tu finis. regarde Psyodélique, comment il a fini. Regarde comment il est en train de vriller, le gars. C'est effrayant. Non, après, quoi. bon, c'était pas un génie non plus, tu vois. Ouais, mais déjà, mais Internet, ça n'a pas facilité le fait que ça soit encore moins un génie, tu vois. Et regarde Zio Claude, tu vois. Regarde, il y a un tas d'exemples où les mecs ils ont vrillé, quoi. Oui. Après, bon, c'est vrai que Psycho. Alors, je suis désolé pour la juriste apparemment qu'il a rencontré à la soirée YouTube, mais si je peux me permettre, Psychodélique est passé d'un gamer qui trouvait un peu bizarre quelques trucs trans et LGBT et renois dans des universités US à ma foi, Mein Kampf, lecture de chevet peut-être. En tout cas, Conversado, il est Non, mais je pense qu'il a autant parlé avec une juriste que moi j'ai parlé avec Benoît XVI en fait. Voilà. Je pense que le gars, il s'invente une vie. Mais je pense que bizarrement, alors là on divague un peu dans le drama YouTube, on va dire. Mais comment dirais-je? Non, parce que le mec, comment je pourrais dire ça? Oui, le mec en fait dit oui, voilà, le staff YouTube m'adore, ils disent oui, machin, t'es un bon gars, t'es bien éduqué, blablabla. Gars, à l'écouter, le gars, tout le monde lui suce la bite, alors que au moment de faire une photo, personne ne veut faire une photo avec lui. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à croire qu'il est seul sur la photo, parce que écouter le monde entier, oui, Psyodélique, c'est le gars ça fait plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Il a commencé par le rétro gaming. Il s'est mis systématiquement tout le monde à dos. Le gars, c'est l'anti-Sangoku. Là où Sangoku se met tout le monde en mode pote, lui, c'est tout le monde devient son ennemi. Ah non, je ne comprends. C'est dommage, le gars a l'air si sympathique, si accueillant, si charmant, si poli, quelle bonhomie. Mais alors qu'en plus de 10 ans d'existence sur YouTube, les mecs du rétro gaming ne veulent même plus en entendre parler. Le gars est blacklisté. Le gars, c'est devenu Voldemort, quoi. Mais à Skip, mais à Skip, amour biricain. Bon, voilà. Non, mais surtout, moi, je serais capable d'entendre, tu vois, mon petit côté réac me fait dire, je suis capable d'entendre que peut-être dans l'environnement des influenceurs, streamers, c'est pas bien d'être trop affiché à droite, tu vois, peut-être que c'est pas terrible, mais le gars, là, aujourd'hui, il est pas à droite. Là, il est il est encore plus à droite. Là, je me demande même si Bardella, il est pas choqué, tu vois. Si Zemmour, il est pas Monsieur de Libor, calmez-vous. Enfin, on ne propose pas ça non plus dans notre programme à Reconquête, je veux dire. Soyons un peu modérés, s'il vous plaît. Parce que là, je veux dire, moi, je sais pas comment il y a des gens qui peuvent encore se dire que le gars est juste un normie, tu vois. Là, on a quand même atteint des niveaux stratosphériques. En plus, là avant Psyodélique, c'est ce qui faisait sa force, c'est qu'il s'en prenait à des petits comptes YouTube de gauchistes à 10, 20 000, 30 000 abonnés. Oui, alors tu dis, oui, alors moi je suis très petit, moi je suis microscopique. C'est pour ça que je m'enlève un peu de pression, tu vois, voilà. Je fais ce que j'ai à faire, on va kiffer, en attendant la fin du monde. Mais voilà, Psyodélique, pendant une période, c'était s'en prendre à des petits comptes gauchistes. Alors que lui, c'est plus de 200 000 abonnés, je crois, à l'époque. En tout cas, environ 200 000 abonnés. Voilà, les mecs étaient totalement débordés. Quand t'as un compte à 200 000 qui te tombe sur la gueule, qui se fout de ta gueule en mode mon biricanin, je t'avouerais que c'est pas évident pour le choper, tu vois. Mais là, plus le temps passe et plus la dynamique fait que, parce que je pense que, tu vois, je pense que la news et la dynamique même du format de Psyodélique fait que pour garder son public, il est obligé d'augmenter les doses, en fait. Un peu comme un junkie, tu vois. Et en fait, il est obligé, de manière dynamique, à s'en prendre à des comptes de plus en plus gros. Sauf que ça, à un moment donné, il va se manger un mur, en fait. Il va se manger un grave mur parce qu'à un moment donné, il peut pas, en toute impunité, faire chier des comptes à plusieurs millions d'abonnés et jouer un peu le Golemon et espérer s'en sortir, en fait. Ça, c'est pas possible. Oui. Au niveau de la justice, ça va être compliqué. Parce que, voilà, face à un juge, machin, j'imagine, il va faire, je sais pas, une vidéo en 2026 sur le gars ou la personne qu'il faudra pas faire chier, tu vois.
Le mec va le traîner en procès de façon rapide, tu vois, parce que il y aura des boîtes de prod, il y aura des intérêts financiers assez vénères, et le gars, il va se faire mettre sous perf en fait. Il va pas capter ce qui va lui arriver sur le coin de la gueule en fait. Le gars, il va finir. Voilà, je pré-shot. Moi, pour moi, ce dit qu'il va finir ruiné par les procès en fait. C'est pas impossible. Ouais. Moi, je pré-shot ça quoi. Mais après, il va faire sa victime et tout. Il va dire on essaye de me faire taire. Et tout. Bah oui, il sera une victime, mais ça sera un clochard, quoi. Voilà, c'est tout en fait. Et voilà. Et puis, excuse-moi, mais bon, voilà. Enfin, je pense même il va être condamné à être interdit de réseau, interdit de YouTube. Tu vois, en soi, c'est pas impossible aussi, tu vois. Donc, sanction financière plus potentiellement peine de prison suivant ce qu'il fait, suivant ses délires, et interdit des réseaux sociaux et interdit de YouTube. Moi, je pense que le prime de Psyodélique il remonte à 3-4 ans, pas plus. Quand tu regardes sur son compte, en fait, ces vidéos qui font plus de vues datent il y a 3-4 ans, pas plus, tu vois. Donc, je pense que son prime est largement passé. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il sait qu'il est sur la fin. La question, c'est est-ce que tu fais atterrir en douceur? Est-ce que tu vas te manger le mur? Mais je pense là, pour l'instant, l'atterrissage en douceur, je l'ai pas trop vu, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr que. Donc, enfin, bref. De toute façon. Ça m'intéresse plus. Ouais, mais c'est toujours fascinant, tu vois. Enfin, parce que moi-même en tant que créateur de contenu, je voudrais faire des vues, je voudrais la putain de YouTube money, ma gueule, tu vois. Et quand je vois les effets concrets que ça a eu sur, je sais pas moi, KB, non pas que je suis un admirateur des KB, tu vois, mais je vois ça l'a ravagé intellectuellement Internet. Je vois Psyodic, je vois Zioclo. Je vois même Usul, plus proche de nous, Usul, tu vois. Usul, Internet, tant qu'il y ait les menaces de mort, tant qu'il y ait les etc., tant qu'il y ait le cyberharcèlement qui tanque depuis 10 ans, je suis pas chaud. Je suis vraiment pas chaud du tout. Ouais. Et puis bon, à un moment, voilà, ceux qui ont plein d'abonnés, tu commences à sortir, tu sais, ton scooter un peu de Dragon Ball, là. Tu regardes le niveau d'intelligence comme ça, tu vois que c'est pas haut quand on est resté bloqué à l'Arc Raditz. Moi, il y a un moment, il faut que je monte quand même. Il faut que je passe à Namek, tu vois, Freezer, Cell, Boo. Il faut que je monte un peu en termes de calibre, parce que si je reste bloqué juste là à Nappa et tout, là, ouais. Ça va pas élever très, mon cerveau va pas trop augmenter, tu vois. De toute façon, si tu veux, je vais pas dire à qui j'en ai discuté. Je vais pas le vendre, mais disons que non, mais Internet globalement, si tu veux en vivre, faut renoncer à l'intelligence, quoi. Faut renoncer. Oh le bâtard. Non mais honnêtement, c'est un constat froid et un nous, on est trop intelligent, vous voyez, jugement synthétique, jugement analytique, toi-même tu sais. Non mais je pense que oui, enfin si tu veux sur mon format, il y a un handicap, il y a c'est que du format audio, s'il y a pas de visuel, etc. En soi, c'est le premier handicap déjà. Deuxièmement, c'est peut-être mon manque de qualité de présentateur aussi, il y a peut-être ça aussi, tu vois, c'est pas non plus interdit de le dire. Puis aussi d'un point de vue technique, le son n'était pas toujours très bon. Là quand même il est pas trop mal, tu vois. Bon, ça va être mieux dans le futur, mais pour l'instant je trouve il est plutôt bon, tu vois. Et surtout les thématiques qu'on brasse, c'est pas des thématiques qui sont dictées par l'actualité, qui sont pas mises en avant par l'algo, tu vois. Donc quand tu prends toutes ces surtout on fait du contenu, je vais pas dire du contenu pointu parce que franchement, mais on fait du contenu un peu moins gaulon de la moyenne. Et tous ces marqueurs là mis de bout à bout fait que échec et mat en fait, tout simplement. Et moi, je dois faire ce travail de deuil. Enfin voilà, quoi, tranquille. Après, ça m'empêche pas de brancher le micro, de t'inviter pour parler d'un livre, vraiment de teubé, voire même de bons livres aussi. Globalement, le podcast, quand même, on traite de bons livres. Parce que les livres mauvais, on s'en bat un peu les couilles. Tu vois, là, il y avait une espèce de vide sur le traité néo-réactionnaire, etc. Bon, là, ça a dérivé sur la fin sur Psyodélique, etc. Sur la création, mais voilà. Mais globalement, non, c'est un plaisir, tu vois. T'es là, on parle du livre. Moi, ça a toujours été mon truc, tu vois. Viens, c'est ce que je disais à Doumit, encore une fois, je me suis dit, Doumit, putain, pourquoi il est vachement là, je trouve, quand même, hein. Tu vois, quand il m'avait clashé sur YouTube, tu vois, et qu'est-ce que ça a été quoi, mon discours avec lui? Viens, on parle de livres. Viens, on parle de sujets d'éther. Viens, on arrête de faire des trucs de Golemont. Viens, on parle de livres intéressants. Il était venu un temps pour parler de histoire populaire des sciences, tu vois. Bon, finalement, vu qu'il est ultra fan de la Padutine et qu'il veut pas lâcher le steak, même face à Étienne Chouard, à un moment donné, gros, je suis obligé de dire stop, tu vois. Enfin, j'étais pas obligé, mais c'est moi, mon critère perso. J'ai dit, ouais, gros, tant que tu leur lâcheras le cul, c'est mort. Enfin, indépendamment de l'affection que j'ai pour toi, c'est mort, en fait, tu vois.
Et puis voilà, mais Domit était un petit peu surpris, on va dire, que la discussion c'était les livres, comment transmettre les livres, comment en parler au plus grand nombre, comment vulgariser, etc. C'est pas dire oui comment lécher le cul de l'algo pour avoir la meilleure visibilité possible sur des trucs de Golemont, tu vois. Excuse-moi, mais moi, ce sont les livres qui m'ont fait basculer à gauche. Moi, c'est le savoir, c'est les livres qui m'ont fait basculer à gauche. C'est pas sucer, voilà, je sais pas, moi, le Blues Magazine, le Canard réfractaire. Moi, je m'en bats les couilles de ces gars-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Marx, c'est Rosa Parks, c'est Martin Luther King, Malcolm X, Karl Marx, Rosa Luxembourg. C'est ça, c'est cette pensée-là qui m'intéresse. C'est tout ce lore intellectuel que je trouve fascinant. C'est pas, la Zawa, quel poulet. Je trouve ça assez minable en vrai. Bon, après, faut bien faire du contenu pour les masses, on va dire ça comme ça, d'un point de vue un peu méchant, tu vois. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on pourra espérer instaurer une société peut-être un peu plus égalitaire, quoi. En tout cas, de manière durable. En tout cas, moi, je le pense. Et donc c'est pas à force de rabâcher oui le génocide de l'Holodomor ça se discute, ouais, la pas du team de machin, mais gros qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles gros, mais au lieu de vous branler sur Lucien Goldman, parler d'Henri Lefebvre, parler de Rosa, parler c'est pas de Simone, enfin les gars, on a des bibliothèques entières et puis vous en battez les couilles et vous êtes là à rebondir sur des polémiques à la con en fait. Enfin à un moment donné ce manque d'ambition, cette médiocrité intellectuelle, j'avoue ça me fait vomir quoi. Enfin voilà, c'était le moment élitiste de Martin Eden. Bon, Juju, le mot de la fin pour les abonnés, qu'est-ce que tu auras à leur dire pour la fin, tiens? Écoute, non, n'hésitez pas à nous corriger, hein, j'ai essayé de faire de mon mieux, et puis ouais, je sens que voilà, sur la philo des sciences, il y a peut-être Dumi qui va vouloir me corriger, sur les trans, il y a peut-être des militants trans qui vont vouloir me corriger, allez-y, faites-vous plaisir, je suis prêt à changer d'avis si vous avez des bons arguments, ou à dire que j'ai merdé quelque part. Autrement, non, vraiment, je tiens à dire, j'ai quand même apprécié ce chapitre, plus ou moins. J'attends de voir la suite. Mais voilà, j'ai trouvé que ça rehaussait un petit peu le niveau par rapport à c'est ça que le niveau de base était assez bas, donc il n'y a pas trop de mal non plus. Ça va. Et non, autrement, félicitations aussi à Trump pour son prix Nobel de la paix. Voilà, totalement mérité. Totalement donné par l'autre vénézuélienne. Putain, mais ce manque de dignité, bordel. Et voilà, écoutez, bonne année 2026. La bise à 2026 sera mieux que 2025, je vous promets. Allez les gens, c'était Droite Fragile et Martin Eden au direct du Wokistan. Bisous à vous. Ciao.